Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, 9h50 le matin, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine, on est en plein été indien, on va en parler dans un instant. Voici le menu de votre émission du jour. Aujourd'hui, les 32e journées des fruits d'automne de Cuisa dans l'Ain, qui ont lieu donc ce week-end à venir, une institution qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Amateurs de pommes, de champignons et de produits artisanaux sont dans les starting blocks, on en parlera et vous verrez qu'on découvrira des fruits étonnants. Femme d'ici, femme d'ailleurs, c'est le titre d'un livre de recettes, pas comme les autres, et pas seulement de recettes, un projet pour valoriser des femmes dans des quartiers auxquels sont associées plusieurs personnalités, je parle du livre évidemment, et vous les découvrirez, ce seront nos invités, parmi lesquels le lauréat du concours 2011, Alexis Génie. Nous rejoindrons également avec grand plaisir la reine des aiguilles, Valérie Chastelan, qui est à Annecy aujourd'hui et qui va tricoter, si j'ai bien compris, pour la bonne cause, c'est déjà bien parti. Bonjour Valérie. Regardez cette petite, alors je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un petit body en lurex orange, voilà, doudou, pelote, c'est ça l'ambiance. Je suis dans l'appartement de Christiane et on va vous parler de cette association extraordinaire avec des tricoteuses qui tricotent pour les bébés, des restos du cœur, pour les enfants, des réfugiés, pour les SDF, pour réchauffer tout le monde. Et effectivement, je vais me lancer dans quelques petits travaux d'aiguille, enfin je vais essayer. À tout de suite. Évidemment, on a hâte de voir ça. À tout de suite avec vos pelotes. Et enfin, nous irons aussi découvrir une série de reportages sur les lacs de montagne. On commencera avec un lac qui s'appelle le lac de la Croix dans le massif des Belles Donnes. Vous le découvrirez donc tout à l'heure en fin d'émission. Je vous parlais de la météo comme d'une journée estivale, c'est l'été indien. Un mot tout de suite pour vous dire qu'aujourd'hui va rester une belle journée, comme sans doute celle que vous avez vécue hier et avant-hier. Temps estival et des températures entre 9 et 11 degrés au-dessus des normales saisonnières. Regardez un peu cette carte magnifique, jusqu'à 29 degrés à Clermont-Ferrand aujourd'hui, 27 à Lyon et 25 à Grenoble. Voilà pour ce qui est de la météo, on y reviendra en détail pour les jours à venir dans un instant. Mais donc, on va retrouver Valérie, ses pelotes, ses aiguilles, ses invités, et je vois que ça tricote déjà ferme. Monsieur, là-bas, je peux lui sourire aussi. Oui, on est arrivé dans l'appartement de Christiane, Yannick, et voilà, je vous présente toutes ces dames autour de la table dans le salon de Christiane qui tricotent depuis 9 heures maintenant. Ça fait, vous savez, le petit bruit qu'on avait oublié, clic, 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 comme ça, avec pour certaines des aiguilles longues, courtes, enfin bref. Alors nous sommes chez Christiane Leduc, la maîtresse de ces lieux. Bonjour Christiane. Bonjour. C'est grâce à elle que cette aventure, c'est une vraie aventure a commencé. Oui. Alors racontez-moi, ça fait combien de temps que vous tricotez comme ça? Depuis le 5 février 2012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait appel à France Bleu Pays de Savoie. Oui, Parce nos que collègues. je me suis demandé, je voulais tricoter pour mes petits-enfants, j'ai tricoté, mais à partir du moment où ils grandissent, c'est terminé pour tricoter. Ou alors des petites écharpes fantaisie. Vous Donc, avez je me suis 5 dit, petits enfants. Enfin, ils sont grands. Oui, maintenant. Ils sont très grands. 25, 20 ans, 15 ans, 13 ans. Et il y a un moment où ils vous ont dit, mamie, les pulls en laine, Oui, c'est bon? il y a encore Chloé, puis Hugo. Hugo, c'est pour les écharpes pour aller en montagne. Il a 13 ans, et puis il est jumeau avec Chloé. Et Chloé, oui aussi, elle aime un peu les écharpes, les bonnets assortis. Et puis celle de 15 ans aussi, Élise. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et alors donc, vous avez la passion du tricot, mais la passion aussi de la solidarité. Vous êtes dit, le tricot, la solidarité, on va en faire quelque chose. Oui, il faut bien. Et c'est pour ça que j'ai fait la demande. Et à partir de ce moment-là, j'ai connu, en appel à la radio, j'ai connu Blandine qui faisait partie d'Amis sans frontières. Elle était sur Chambéry. Et elle m'a appelé, Christiane, elle m'a dit, j'ai une réunion avec Claude Moine qui est secrétaire à Amis sans frontières. Il vient en réunion à la maison. Si vous voulez venir, parce qu'on ne se tutoyait pas à ce moment-là, si vous voulez venir, vous pouvez. À ce moment-là, on va se rencontrer puis en discuter. Bon, et alors... Et j'y suis allée. Et ça y est, vous avez plongé. Alors, Voilà. vous avez commencé à tricoter des petites brassières, des petits... Oui. des doudous Oui. pour les bébés. Oui. Et puis toute seule, comment... Non, moi je faisais particulièrement des pulls avec capuche et j'aime toujours autant les pulls avec capuche. Puis après j'ai demandé, toujours par France Bleu, j'ai demandé des tricoteuses si elles voulaient s'allier à moi. Et dans la semaine qui suivait, j'en avais 4. 4 Oui. qui venaient donc dans votre salon, ici. Oui, voilà. Ils sont venus se présenter dans mon jardin, il faisait beau. Mhm. Et puis on a discuté, puis ça a marché. Donc Catherine qui est là, et qui était déjà une première. Claire qui n'y est plus maintenant. Marie qui a été opérée, donc elle ne peut pas être là. Et puis moi. Et alors, vous êtes déléguée pour la Haute-Savoie. Combien de tricoteuses sur le département? Sur le département, j'en ai 22.
Et à l'extérieur, alors après j'ai l'Isère, l'Ain, voilà, Évian, mais c'est encore la Haute-Savoie. Alors, J'en ai 20, j'en ai 42 en tout. Ah, c'est fou. On peut Oui. peut-être dire à Yannick qu'en France, il y a 7000 tricoteuses, hein, c'est ça, il me semble. En France, on est 46 délégués. Oui. Et après, je ne sais pas le nombre Alors, par délégué. Eh bien, il m'a semblé lire 7000 tricoteuses. Que des femmes? Oui. Mais où sont les hommes Ah dans ben, des pipes? les hommes font les jardins, les hommes font Ah. la popote chez moi. Ah, c'est vrai, vous êtes tellement occupé que vous ne pouvez plus Oui, alors quand il cuisiner. voit que l'heure va passer, il a faim, c'est lui qui fait à manger. Tous les jours, mesdames, Christiane, vous tricotez? Non, moi le soir en regardant la télévision, j'ai pas le temps sinon. Ben, il y a trop de choses à faire, trop de Ah oui, papiers à vous s'occuper. gérez, Il faut gérer la laine, il faut aussi. J'ai des téléphones, tu n'aurais pas de la laine rose, tu n'aurais pas de la laine verte, etc. etc. Donc je note, parce qu'il faut noter maintenant. Oui, on sent que Christiane, oui, ça. oui. Si, on peut quand même dire que les messieurs vont. Ah, mais les messieurs, amener, j'ai des messieurs qui portent les cartons. Voilà. J'ai des messieurs qui amènent les cartons. Ornella, son mari Guy, il n'est pas là, mais malheureusement. Il y a Pierre Oui, aussi, il y a le la place mari pour les Nicole. Il y a mon messieurs, mari qui joue les chauffeurs. Hein, on va à Évian et tout ensemble. Il est connu comme le loup blanc. Quand il n'est pas là, Gérard n'est pas là. C'est bizarre. Voilà. Et alors, ces petits tricots, ils sont faits, on peut le dire, avec amour. Alors, on prend par exemple, qui est-ce qui a fait ça? Marité. Je vois 3 mois. Qu'est-ce qui a marqué? Marité. Oui, Marité qui est là. Alors, voici Marité. Eh bien, alors, Marité, félicitations, c'est absolument magnifique. Alors, comment on appelle ça? Un combi-short. Alors, c'est un petit combi. Oups, je prends le micro. C'est un combi short. Marité, combien de temps pour faire un combi short? 3-4 heures peut-être. 3-4 heures. Vous vous rendez compte, Yannick, que si on s'entraîne, si moi je m'entraîne à tricoter, je peux faire des combi shorts comme ça pour mes futurs petits-enfants, mais aussi pour tous les bébés qui ont besoin de s'habiller. On sait que là, sur le département des réfugiés, plusieurs centaines de réfugiés sont arrivés et que la demande va être très très forte cet hiver avec les Restos du Cœur et toutes les associations qui veillent sur les enfants des familles précaires. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec Christiane qui est de moins en moins timide et puis toutes ces dames. Très bien. À tout de suite. Eh ben, entraînez-vous, surtout à la fois pour tricoter et pour les petits-enfants. On attend tout ça avec impatience. À tout à l'heure. Valérie, j'en profite pour dire un petit mot à propos d'Alain qui n'est pas là, dont vous avez l'habitude à cette heure-ci. Alain qui a un petit souci. On l'embrasse bien fort, sa place est bien au chaud et il reviendra bientôt. Avec nous, beaucoup de monde sur ce plateau. En face de moi, 2 invités. Je vais commencer par ce livre dont on va parler, dont j'ai mal donné le titre tout à l'heure, donc je rectifie, comme ça ce sera mieux. Voilà, vous le voyez comme moi, Femme d'ici, cuisine d'ailleurs. Un livre à la fois de recettes et de rencontres, de narration. C'est pour ça qu'il y a 2 invités avec nous. Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association VRAC, c'est ça? Le directeur. Le directeur, et vous allez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit dans un instant. Alexis Génie qui signe les textes de ce livre, qui est connu pour avoir remporté le prix Goncourt en 2011. On dit titulaire du prix Goncourt, je sais qu'il y a une expression, c'est pas grave. Ah, je sais pas en fait. C'était en 2011. J'ai eu. Pour l'art français de la guerre, donc une plume si vous préférez cette expression. Et derrière nous, un monsieur bizarre qui fait des choses bizarres. Nous avons un illustrateur avec nous qui s'appelle Emmanuel Prost. Voilà, vous le voyez en ce moment en train de travailler, je crains le pire. Alors il a illustré ce livre et je vais essayer de montrer en même temps de notre interview quelques illustrations parce que ça apporte évidemment aussi beaucoup de piment à ce livre. On va commencer, Boris, par expliquer ce que c'est cette association VRAC. Au départ, vous ameniez, je crois, des produits bio dans les quartiers, c'est ça? Oui, on le fait toujours. C'est un peu le principe de l'association, de développer des groupements d'achat dans les quartiers populaires pour permettre aux habitants d'accéder à des produits locaux et des produits bio. Et puis tout un tas d'activités, d'événements, d'animations autour de la cuisine, notamment des concours de cuisine. Beaucoup autour de la cuisine d'ailleurs. Oui, De parce que l'alimentation. c'est le partage et c'est le plaisir, donc c'est Si très on devait, important. en une phrase, résumer l'idée de l'association, c'est quoi? C'est apporter... C'est lutter contre les inégalités en matière de consommation, Oui. surtout. C'est D'accord. surtout ça le principe. C'est la base de votre action. Et alors, vous avez, avec donc Alexis, construit ce livre qui, je le disais, est à la fois un livre de recettes et de rencontres. C'est quoi? Ce sont des histoires, en fait. C'est difficile de définir ce livre, en fait, parce qu'il a plusieurs entrées, j'ai envie de dire. Justement, c'est ce qui est intéressant aussi. Effectivement, au départ, on partait sur l'idée d'un livre de cuisine. Et donc, c'est un projet collectif. Donc, là, vous avez la moitié de l'équipe. Il y a aussi Denis, Gennaro et Valentin qui sont dans les cuistots, maquettistes et photographes. C'est vraiment un livre de rencontres. Rencontrer 15 femmes. Certaines étaient adhérentes de l'association VRAC. D'autres, je les ai rencontrées dans des cours de français, dans des centres sociaux. Et c'était vraiment qu'elles nous proposent un plat qui leur tenait à cœur,
qui avait une histoire. Et à partir de ce plat, en discutant, on a eu leur histoire aussi. D'où le travail important d'Alexis. C'est là qu'Alexis intervient. Vous vous êtes intéressé au parcours de ces femmes, c'est ça? Alors, en fait, simplement, on a discuté avec elle. C'est-à-dire qu'on restait quelques heures avec elle. Pendant qu'elle faisait la cuisine, on était tous les 6, on était un peu envahissants, et on bavardait, on bavardait à bâton rompu. On commençait par parler du plat, de ce qu'elle faisait, de comment elle faisait, et puis après, d'où ça leur venait. Finalement, ça venait à leurs parents, enfin à leur mère essentiellement, parce que c'est vraiment une transmission par voie féminine. Et puis, pourquoi elles étaient en France, quelles avaient été leur vie, etc. Et à la fin, elles nous racontaient toute leur histoire, petit à petit, l'air de rien, mais par petits morceaux. C'était des petites notes que je prenais, mais pendant la discussion, à 6 plus ces femmes dans la cuisine. Que vous avez retranscrit. Après, j'ai essayé d'en faire des histoires qui se tiennent, pour essayer de raconter à la fois le moment de la rencontre et puis la vie de ces femmes qui est assez extraordinaire. Alors, vous êtes très modeste, parce que par exemple Grégory Cuiron, qui est un des chefs qui a participé à ces rencontres, quand il vous a lu, il le dit dans le livre, ça l'a ému aux larmes. C'est bien écrit, et évidemment ce sont des vraies histoires de vie, c'est un petit peu ce qui était recherché. Donc à la fois dans le livre, j'y reviens, il y a des recettes et vraiment des rencontres, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, assez touchantes. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, je pose la question à Boris, dans ce projet finalement? C'est d'arriver à faire un livre, ou de les faire s'exprimer, ou de réunir ces cultures? Moi, c'est vraiment venu à la suite d'un concours de cuisine que Vrac avait organisé à Vaux-en-Velin, dans le quartier des Noirettes, où j'avais vu, donc c'est un projet très féminin, C'est vrai qu'on n'a pas situé l'action, Vrac aussi. À Vaux-en-Velin, on l'a pas dit. Vaux-en-Velin, à Bron aussi, au Terraillon, à Lyon-la-Duchère. Des quartiers qu'on ne connaît pas forcément bien, dans lesquels il y a plein de richesses. Complètement, c'était ce qu'on voulait mettre en valeur aussi. Par le concours de cuisine, quand on voyait la fierté des candidates d'apporter leur plat devant le jury, je me suis dit il faudrait qu'on puisse continuer ce projet-là et construire un autre objet, un autre outil pour continuer de valoriser ces femmes que j'ai rencontrées, qu'on a tous rencontrées maintenant. Et alors, il y a des chefs, je le disais, qui ont participé à ces rencontres. Pourquoi? C'est la mode des émissions où les chefs viennent juger, c'est important, ça apporte une reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance d'avoir des chefs étoilés comme Alain Alexandrian, d'avoir Grégory Cuiron ou le chef tête d'oie au cœur du quartier, au pied des tours. C'est pour eux, ils viennent gracieusement et pour les habitants, c'est hyper important. Alexis, vous avez rencontré ces femmes, donc vous le racontiez, vous les écoutiez, vous preniez des notes. Est-ce que c'était des rencontres, parce que c'est parfois intime, c'était des rencontres individuelles, les choses sortent facilement? Alors, vous avez passé du temps avec elles? Non, on n'a pas passé du temps, mais collectivement. C'était vraiment c'était des discussions autour de la cuisine et autour de la table. C'est ce que tout le monde vit dans sa famille. Quand il y a des repas qui se préparent ou quand on est à table, on parle à bâton rompu. Et en fait, il y a des choses très intimes qui se disent les mains dans la farine. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que si je leur avais posé des questions, alors finalement, d'où vous venez, un peu interview journalistique. Voilà, ça n'aurait pas marché du tout. Et là, par petits morceaux, ensemble, en rigolant, en mangeant, il y a des choses très intimes qui ont fini par venir, mais qui n'étaient pas attendues. Et moi, au départ, il me semblait bien que ce projet allait être intéressant. Hein, c'est pour ça que quand Boris m'a proposé, je dis bah oui, c'est sûrement bien, mais je ne pensais pas que ça allait être intéressant à ce point-là. Est-ce que dès le départ, dans le postulat, il y avait vous allez nous livrer vos recettes et aussi un peu de vous-même? Ou est-ce que c'est venu après? Quelle était la démarche du départ? Non, au départ, c'était vraiment un livre de recettes. Après, il fallait trouver une singularité au projet. Il y a 2000 livres de recettes qui sortent chaque année. Moi, j'aime beaucoup la bande dessinée et l'illustration. Donc, alors, ça me semblait, je vais essayer, mais ça me semblait intéressant d'avoir justement du dessin qui peut être moins agressif pour commencer qu'un appareil photo. Voilà. Allez-y. Et ça donne aussi, ça permet de respirer entre les textes qui parfois effectivement sont assez touchants, de pouvoir faire une petite pause illustration ou photo. Donc le reste est venu par la suite, vraiment par la rencontre. Ça se lit comme un roman et c'est pratique comme un livre de recettes, ça, les deux. On peut sauter un chapitre à l'autre, il n'y a pas de suite logique. Si on a envie de commencer à faire les macros d'Amaria avant de passer au poulet DG ou au bœuf à l'arachide d'Awa, c'est possible. On y revient dans un instant. Le tricot, ça vous branche ou non? Je ne sais jamais. Hein. Alexis. Non, on manque d'habileté. Pour ça, on a une experte, donc on va pouvoir s'en sortir quand même. On va retourner du côté d'Annecy, où nous attend normalement Valérie Chastelan avec ses tricoteuses. Alors, Yannick, je ne sais pas si je suis une experte en aiguille, ça reste à prouver, mais en tout cas, je suis une experte en
regardez alors voilà, c'est les petites layettes qui sont fabriquées par ces petites mains. Alors Christiane m'expliquait que, vous voyez ce petit ensemble là pour un bébé, c'est une dame à Aix-les-Bains qui en fait comme ça 200 par an. Voilà, 200 par an, c'est une véritable petite entreprise. Là j'ai craqué, je vous montre parce que c'est trop mignon, sur une petite écharpe chat. Alors vous voyez, voilà la petite écharpe, je rentre comme ça, c'est la caméra de Jean-Christophe Hainaut qui vous montre, c'est absolument adorable. Et c'est ma voisine qui l'a fabriquée, qui est toute timide, elle ne veut pas parler, elle veut continuer à tricoter, mais n'empêche que ce que vous faites, c'est ravissant. Merci. Voilà, et vous avez fait aussi ça, avec des jolies couleurs, c'est ça? Oui. Oh, alors je montre, je suis en admiration, moi je crois que je suis prête pour être grand-mère. En attendant de tricoter, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, vous voyez les petits gilets là-bas, des chaussons évidemment, des petites robes. Il y a vraiment de quoi habiller tout le monde. Je vais donc à mes côtés. Comment vous appelez-vous, madame? Marie Aimée. Alors, Marie Aimée, ça fait combien de temps que vous tricotez aux côtés de Christiane? Ça doit faire 2-3 ans. 2-3 ans. Oui. Et quel effet ça fait de tricoter pour les autres? Ah ben écoutez, on se rend utile. Ouais. Quand nous sommes retraités, veuves, il faut bien se passionner pour quelque chose, et se passionner pour les autres et pour le tricot, c'est vraiment agréable. Oui. Et c'est vrai que quand on les touche, ces petites layettes, vous dites, quand je suis arrivée, vous dites, oui, c'est pas n'importe quelle layette, elles sont faites avec amour. C'est exact, oui, c'est avec beaucoup d'amour. On vous sent On sait ému. que ça rendra service. Ah bah, évidemment, évidemment. Alors, à vos côtés, comment vous appelez-vous? Catherine, Catherine qui tricote. Qu'est-ce que vous nous fabriquez en ce moment? un pull pour 2 ans. 2 ans. Alors, Yannick, il faut expliquer qu'on habille les bébés, mais aussi les enfants, aussi. Oui. Et alors, par exemple, combien de temps vous allez mettre pour... Vous faites celui-là Oui. une semaine. Une semaine. Bah oui, parce qu'il a tous des points. Ah oui, il est super travaillé. élaboré. Et ça, c'est de la laine ou de C'est l'acrylique? de la pure laine, ça. Ça, c'est de la pure laine. Donc on marque dessus qu'on le donne pure laine pour Ouais, que la maman fasse attention. ouais. Vous le lavez. Oui, parce qu'en général, c'est de l'acrylique. Parce que pour les bébés, Ouais. vous utilisez plus facilement l'acrylique, c'est Bah, ça? c'est pour l'entretien surtout. C'est plus facile. Bah oui, parce que la laine, si elle la lave mal, le pull en une fois, il est feutré, il est abîmé. Donc, mais bon, on nous a donné de la très belle laine. J'avais 4 pelotes, donc je l'utilise. Vous pouvez nous expliquer, alors moi qui ne tricote pas du tout, Ouais. je voyais ma grand-mère tricoter, mais j'ai jamais vu ma maman tricoter. Il y a une génération comme ça qui a laissé tomber le tricot. Qu'est-ce que vous aimez dans le tricot? Bah, c'est une passion. D'abord, ça nous occupe, on fait quelque chose d'utile. Et puis, c'est agréable, c'est varié. Ouais. On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Donc, Et puis on on n'est pas voit, tenu. et puis on voit les copines, parce Ah bah que voilà. j'imagine. C'est l'occasion de se retrouver, de Ouais. faire des petits goûters, des repas une fois par an. On se fait des amis. Ouais. Vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les mois? Comment? Une fois par mois, et puis quelques fois, on peut se retrouver plus s'il y a l'occasion. Mais au minimum, une fois par mois. Alors, Yannick, il faut vous expliquer que, exceptionnellement aujourd'hui, on est encore dans le salon de Christiane, mais d'habitude, toutes ces dames se retrouvent dans une salle, parce que comme elles sont très nombreuses, elles peuvent plus, ça déborde, et donc c'est dans une salle à Annecy, je crois, ou à Crangevrier, qu'elles se retrouvent pour travailler et fabriquer cette montagne de petits pulls. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre exploration, pendant que la caméra de Jean-Christophe vous montre cette pile de couleurs et de formes et de variétés. Bon, j'espère que vous vous régalez, Yannick. Bah écoutez, en fait, tout à l'heure, Valérie, ça se rapproche un petit peu de ce dont on est en train de parler avec mes 2 invités. Ce sont des rencontres de femmes. Quelque part, il y a un parallèle avec une autre activité dans un autre lieu. Pour les vôtres, il y a un peu plus d'intimité puisque grâce à vous, Alexis, on rentre dans leur vie. Vous avez beaucoup parlé des origines des femmes que vous rencontriez. En quoi ça influençait la conversation? Est-ce que justement la cuisine, je vais y arriver à ma question, est-ce que la cuisine les rapportait à leurs origines, à leur vie d'ailleurs, je ne sais pas, ou à comment dirais-je, leur famille, et ce qui peut-être ne voit pas tous les jours, c'était très important dans leur cuisine?
Oui, parce que à chaque fois, ce sont des plats de cuisine exotiques. C'est-à-dire que et la cuisine, ça fait vraiment partie de l'identité. Et quand quelqu'un change de pays, donc quand quelqu'un vient vivre en France, il va garder très longtemps, et même sur 1, 2, 3 générations, une façon de manger particulière, bon, qui va se résumer petit à petit au fil des générations à 1 ou 2 ou 3 plats emblématiques. Mais la cuisine, c'est vraiment un marqueur d'identité. Et c'était notre proposition. On leur avait demandé, faites-nous un plat qui vous tient à cœur, un plat qui... Et à chaque fois, c'était quelque chose qui était vraiment une cuisine d'ailleurs, mais qui était ici, qui était plus ou moins adapté, modifié. Oui, j'allais vous poser la question. Voilà. Moi, quand je voyage et que j'essaie de cuisiner français là où je suis toujours obligé d'adapter, je raconte ma vie, d'adapter les recettes, parce qu'on ne trouve pas tous les ingrédients au même goût, etc. Est-ce que là, elles vous expliquaient qu'elles adaptaient leurs recettes alors, au fil du temps? alors plus ou moins, il y avait celles qui essaient de les garder totalement vintage, et puis celles qui s'adaptaient en fonction des produits, mais également de l'ampleur, parce que par exemple, Sadia l'Afghane nous disait que bon, quand elle faisait le plat qu'elle nous fait, normalement en Afghanistan, ça se fait pour 50 personnes, et pas pour les 6 malheureux qui sont là dans la cuisine. Par contre, il peut y avoir carrément des adaptations, des plats un peu hybrides. Donc Zaineb, la Tunisienne, nous avait fait quelque chose qui était totalement hybride, qui correspondait à ce qu'elle sentait de son identité, qui était et tunisienne et française. Et elle ne voulait renoncer à aucun. Je vais tout de suite vous poser la question. Vous avez tout testé, tout goûté? Oui. C'était ça le but en fait, que je cherche depuis. C'est-à-dire, vous avez des choix que vous avez retenus, des choses préférées, c'était calorique, c'était goûteux? Non, c'était bien cuisiné, c'était souvent des repas de fête parce que justement on accueille des gens chez soi, donc il y avait beaucoup de quantité. On a fait honneur, on a essayé d'aller jusqu'au bout de tous les plats, mais c'était un vrai plaisir, Quelques kilos. Est-ce qu'elles ont lu, j'imagine que oui, les portraits? Pas encore, pas toutes, parce que le livre est sorti que la semaine dernière et moi j'ai reçu les exemplaires auteurs vendredi, donc elles vont l'avoir là cette semaine. J'ai hâte justement qu'elles m'en disent plus. Il y en a quelques-unes qui ont lu, et notamment Nathalie, là, que vous voyez à l'image, et qui est plutôt contente et du portrait, et du dessin, et du texte. Alors, je rappelle, puisque vous dites ça, qu'à côté de nous, il y a un monsieur qui dessine, si vous venez de nous rejoindre. Il s'agit d'Emmanuel Prost, qui est l'auteur de ces illustrations et qui est en train de travailler en même temps que nous parlions. Alors, pareil, elles vont découvrir les illustrations, j'imagine. Oui, mais ça, elles se sont vues un petit peu au fur et à mesure dans la journée. Ils travaillaient avec vous en même Oui, temps? on était vraiment tous là, toute l'équipe était là toute la journée, donc elles ont vu les dessins, et même parfois Emmanuel restait plus longtemps pour dessiner le reste de la famille, généralement. Donc, le rapport à l'image, c'est toujours compliqué. Hein, donc, moi, par exemple, j'ai du mal à me reconnaître dans les dessins d'Emmanuel, même s'il est extrêmement talentueux. J'ai peur du résultat. Je ne sais pas si on le verra. Vous êtes de dos, ça va. Bon, oui, c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce livre est une démarche, c'est très à la mode en ce moment, participative, c'est ça? Il y a eu un financement participatif via KissKissBankBank, donc on a eu 300 contributeurs, mais il y a aussi la métropole de Lyon et la fondation Daniel Inena Carasso qui nous ont aidés à sortir le livre. Ouais. Donc ce sont des gens qui ont acheté le livre il y a un an, ils l'ont pas encore reçu. Là, je suis dans les enveloppes et dans les envois. Donc là, on a à peu près 500 livres. 500 livres Alors, vous n'avez pas de micro, Emmanuel, c'est normal, vous êtes dessinateur, vous ne parlez pas. On peut montrer, c'est magnifique ce que vous faites comme ça en quelques minutes. Alors, je vais le montrer peut-être en face de moi. Je peux y aller? Bien sûr, bien sûr. Alors, en 1 minute, je peux vous montrer. Regardez-moi ce travail. Voilà, ça, on va le garder. Je sais à qui l'offrir. Quelqu'un qui doit nous regarder, à qui on pense très fort. Alain, c'est pour toi, si vous me permettez. Voilà, Alain qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera ravi d'avoir ce... Et puis, ça vous fera aussi un souvenir. Vous passez de temps en temps le regarder. On fait comme ça. Voilà pour ce livre. Donc, je signale quand même qu'on pourra, j'imagine, le trouver facilement. Il est édité chez Albin Michel. Voilà, je redis bien le titre. Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs. Et donc, si vous voulez à la fois, je le redis, découvrir ces femmes avec beaucoup d'émotions, de chaleur, on ne l'a pas dit, mais il y avait une forme de contraste peut-être entre ces quartiers qu'on trouve souvent un peu froids et la chaleur qui se dégage de pas seulement des recettes, mais aussi des portraits. Et puis, voilà, je ne sais plus où avait commencé ma phrase, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Je vais quand même, avant qu'on conclue, parce que je pense que j'ai encore un petit peu de temps, parler de ce livre-là, parce que ça, c'est votre actualité. Alexis, on va le voir, La conquête des îles de la terre ferme. Alors,
J'ai le résumé parce que je ne l'ai pas lu, je l'avoue honnêtement. C'est votre 8e roman, La conquête des îles de la terre ferme chez Gallimard. L'histoire d'un conquistador, Hernán Cortés, qui s'est emparé de l'empire aztèque. C'est votre travail dans les quartiers qui vous a inspiré Oh non, parce que c'était un désir d'évasion à ce point. Non, alors bon, c'est les histoires coloniales m'intéressent beaucoup. Et là, c'est la conquista du Mexique, donc au XVIe siècle, par Hernán Cortés. C'est un livre que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Donc voilà, c'était tout avant que j'imagine faire ce livre de cuisine. Mais c'est vrai que, pour une raison que j'ignore un peu, on va dire l'histoire coloniale me passionne à tout point de vue, au point de vue historique, au point de vue humain. Et voilà, et donc ça en est l'origine, c'est la première grande conquête de l'Occident qui est assez cataclysmique. C'est en ce moment la météo idéale pour lire ce genre de roman que je recommande. On va retourner tricoter. Enfin, pas vous, hein. Vous avez déjà une activité artistique. Mais par contre, notre camarade Valérie, ah ça y est, elle tricote. Je savais qu'un jour je vous verrais en train de tricoter. Je ne pensais pas que ce serait aussitôt dans ma carrière, Valérie. Alors, oui, j'ai sauté en parapente, j'ai tiré à la carabine, mais là, vraiment, pour moi, c'est carrément périlleux. On y va, Christiane? Oui. Vous me montrez? Oui. Alors, On repart. oui, C'est plus simple à c'est avoir le point mousse, hein? Oui, c'est le point mousse. Christiane me montre et après je fais. Voilà. Et les dames ne rigolent pas, hein, surtout. Voilà. C'est plus simple d'avoir le tricot prêt Ouais. que d'avoir le tricot loin. D'accord. Sauf que quand il est prêt et qu'on est débutante, on perd les points. Oui, c'est ce que... oui. Voilà. Alors, Hop, hop. Bon, alors j'y vais, en direct live pour la matinale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est vraiment un métier... Alors, je pique, pof. Ensuite, on passe là. je mets le petit fil. Voilà. Et après, ensuite... il faut aller glisser celle-ci sous le trou. Oh là 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 là. Non. Avant, il faut glisser la droite. Ah oui. Oh là là. Voilà. Là, elle est d'une patience, Christiane, je vous dis pas. Ça va, vous dormez pas parce que... Voilà. Et je Non. le fais passer. Tac. Alors, à ce rythme-là, il me faut 100 ans pour terminer. Alors, c'est une petite écharpe chat. Je suis en train de fabriquer une petite écharpe chat d'églantine, vous savez. Alors, je recommence. Je fais encore un point là parce que, bon, allez. Je sens que vous rigolez, Yannick, là. Alors, je pique. Je vais derrière. Je mets ma laine parce que c'est le très principe quand bien. même. C'est très bien, Virginie. Ensuite, Ensuite, dans le trou là. là. Et puis, ensuite, alors, l'aiguille qui ça, arrive, là, c'est ça qui est plus difficile. Ça, j'aime pas parce les qu'on perd points le... sont loin. Et je Voilà. serre un peu. Tu peux. Et il faut compter tout le temps. Ah non, là, non. Non, il ne faut pas compter tout le temps. C'est un point simple, c'est un point mousse. D'accord, mais Mais les points dès qu'on fait compliqués- des points compliqués, il faut compter. Ah, donc c'est très bon pour Alzheimer. Donc je sens que je vais me mettre au tricot. Alors, on peut pas vous le montrer, mais Jean-Christophe qui tient la caméra a tricoté pour son petit-fils. Vous voyez, Yannick, il y a des hommes qui s'y mettent. Et puis vous aussi, vous Il a pourriez fait un bonnet. vous y mettre aussi par solidarité. Et pendant que je vais... Non, je peux pas parler et tricoter, hein, c'est pas raisonnable. Hein. Je sens que je vais... Je vais Allez-y. peut-être finir l'aiguille pour Églantine. Oui, pour garder le rythme. Alors, on est venu ici, Christiane, aujourd'hui parce que ce qui est important, c'est de dire que vous faites une grande collecte de pelotes. Je me baisse. Oui. Vous avez besoin de pelotes. Pelote de laine dans les tons clairs pour bébé. Voilà. Mais on peut prendre en 2,5. Bon, ça, les gens qui s'y connaissent prendront 2,5. 2,5, 3, 3,5, Oui. 4, 4,5, 5. J'ai rien Parce compris, qu'avec les mais... 5, c'est la grosseur de la laine. Ah, d'accord, Avec d'accord. les 5, on peut faire les gilets et manteaux pour Bon, bébé. et évidemment qu'il ne faut pas acheter de la laine comme ça. Mais Christiane, vous faites aussi des pulls pour les SDF, des Non, écharpes. pas les pulls, les bonnets, les écharpes. Les bonnets, les écharpes, ça Oui. c'est la Et les spécialité. chaussettes. Et les chaussettes. Et ça c'est la spécialité de qui ici? Alors Yvette, elle n'y est pas. Oui. C'est la reine des chaussettes. Et Yvette, la reine des chaussettes. Et puis les bonnets, il y a Daniel qui nous fait beaucoup de bonnets là-bas. Oui. Beaucoup. Et des beaux, très beaux. Tous les points, toutes sortes de points. D'accord. Donc on est gâtés. Hein. Ouais. Enfin, les SDF sont gâtés, quoi. Mais eux, ils s'en foutent, ils veulent chaud. Du chaud. Oui, donc Et là- le problème, c'est que quand on leur donne une paire de chaussettes, il faut retourner la semaine d'après pour en reporter parce ils se sont fait voler les chaussettes. Merci beaucoup Christiane. On continue la conversation dans quelques minutes et moi je vais m'entraîner, faire quelques rangs. Valérie, juste Voilà. une petite précision si vous me préparez des chaussettes pour cet hiver, parce que ça Oui. approche. J'aimerais bien choisir la couleur, parce que je vous vois avec des Oh, pelotes mais qui oui, je m'inquiètent un peu. préparais des chaussettes. Oh, bah oui.
On fait comme ça. Je compte sur vous. À tout à l'heure. Avec moi, 2 autres invités et beaucoup de fruits et d'aromates. On va y venir dans un instant. Donc, Claude Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président. Dans l'affaire, il y a toujours un président. C'est vous aujourd'hui, le Exactement. président qui a organisé les journées des fruits d'automne dans l'Ain à Cuisia. Voilà, c'est les 32e journées. C'est un rendez-vous qui est populaire. On va le détailler dans un instant. Et à côté de vous, Gérard Lacroix. D'ailleurs, je crois que vous êtes dans la vannerie au départ, c'est ça? Ah non, Ah pas non, du tout. Voilà, mauvaise information. Moi, je suis un paysan. Il y a toujours une erreur dans mes interviews, c'est normal. Vous êtes un vrai paysan. À la retraite, mais paysan quand même. D'accord. Et un passionné d'aromates, et vous m'avez ramené des choses qu'on va montrer qui sont inconnues à mon avis du grand public, ou à mon avis très peu Cultivé connues. dans mon jardin. Ça, c'est tout ça dans votre jardin? Oui. D'accord, on va y venir. D'abord, situons l'action. Cette journée des fruits d'automne, alors pas seulement des fruits, c'est un rendez-vous, on va dire, traditionnel, très couru, un croisement pour tous ceux qui aiment, un carrefour plutôt pour tous ceux qui aiment ce genre de produits. Tout à fait. En fait, si vous voulez, les gens sont particulièrement intéressés dans la mesure où nous avons et un marché et 3 expositions donc, qui permettent aux gens de découvrir la biodiversité. En fait, c'est l'objectif de notre association et de ce marché, c'est de faire découvrir aux gens la biodiversité, toutes les variétés qu'ils peuvent avoir. Alors bien sûr, on ne peut pas atteindre tout, donc on a commencé par les pommes, une collection sur les pommes, une collection sur les champignons. Et chaque année, nous avons ce qu'on appelle le thème du marché, où on fait découvrir des tas de variétés végétales et autres. Et entre autres, cette année, donc, ce que Gérard a préparé. Parce que, on va y venir, Cuisia, c'est un petit village. Ah, c'est un sympathique. petit... Ah oui, mais tout à fait. 8000 personnes pour vos rencontres, ça, tout d'un coup, ça grossit. Ah, Donc, mais- qui vient? C'est le grand public ou c'est des passionnés, des gens qui s'y connaissent, qui viennent collectionner? Je pense que c'est à l'origine, c'est le grand public qui ont été d'abord attirés par cette manifestation parce qu'ils découvraient en fait les pommes au niveau des pommes locales, des variétés des pommes locales. Et puis progressivement, avec tout ce qu'on a présenté, ça attirait les gens. Plus, je dis, c'est un marché qui attire les gens parce qu'ils viennent chercher leurs pommes, leurs poires, puisque ça tourne sur les fruits d'automne. Donc tout ce qui tourne autour des fruits d'automne. Donc ils trouvent ce qu'ils ont envie d'acheter. En plus de ça, bon, nous avons un marché où il y a des gens qui font du bio ou de l'équitable et qui donc attirent quand même les consommateurs. Et en fait, j'ai vu des taxi-pommes, c'est quoi ça? Oui, ce sont des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont des charrettes et qui permettent de transporter les marchandises que les gens ont achetées jusqu'à leur voiture, parce que parfois les parkings sont un peu loin du marché. Alors, je ne sais pas lequel des deux va me répondre, mais au niveau météo, là, on est dans une espèce de... Ah, c'est pas bon signe. Je pensais que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de gel, du coup. Il n'y a pas de Vous en gel, pensez mais quoi? on nous Vous, le annonce... vrai paysan, comme vous dites. On nous annonce pour la fin de semaine une perturbation, alors on n'est pas très optimiste. Pour les rencontres. Pour les rencontres. Mais pour les... Les pommes, cette année, de toute façon, le problème est résolu. Par chez nous, nous n'avons aucune pomme à cause du gel. Ah oui. Donc on a été obligé d'aller voir chez les voisins s'ils allaient gentiment nous prêter quelques pommes. Alors, les variétés de pommes, quand on va, pour ceux qui vont au supermarché, parfois on n'a pas le choix, on retrouve à peu près toujours les mêmes, les 3-4 pommes, et la plupart sont très brillantes, très rondes et très uniformes. Votre combat, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez me répondre, c'est peut-être de montrer qu'il y a d'autres choses et qu'il y en a qu'on connaît moins bien. On va les détailler ici. On y va comme ça? Alors, à propos général, est-ce qu'une pomme moche est meilleure qu'une pomme, comment dirais-je, bien présentée dans un rayon supermarché? Le problème dans les pommes, c'est qu'il y a tellement de variétés, et puis vous avez des pommes qui sont faites pour autre chose que pour être mangées. C'est des pommes pour faire de la paria, c'est des pommes pour les cochons, des choses comme ça. Donc il y a certaines pommes qui sont beaucoup plus goûteuses que d'autres, puis il y a des pommes qui sont meilleures en tarte ou meilleures en compote que d'autres. Donc, pourquoi la pomme a autant de succès, notamment en France? Il y a des croqueurs de pommes, des collectionneurs de pommes, il y a des combats pour défendre certaines pommes qui disparaissent. Tout à Comment fait. ça se fait? Je pense que les gens ont pris conscience que la réalité du terrain et l'avenir, on ne pourra pas forcément toujours aller chercher des pommes en Espagne ou ailleurs, parce que ça va commencer à coûter. En plus de ça, donc, il faut bien comprendre que les pommes qu'on a là, ce sont toutes des pommes qui sont adaptées au terroir, qui sont adaptées au climat, et qui sont donc quand même plus faciles à cultiver, et qui parfois sont à l'abri d'un certain type de maladie, dans la mesure où elles se sont adaptées à ces sols. Ils sont plus résistants. Oui, ça peut arriver. Je garde le suspense, on va les détailler après, parce que j'ai envie de garder un petit peu l'envie de, justement, de les présenter. Ces pommes dont vous me parlez, est-ce qu'il y en a certaines qui sont déjà disparues, qu'on ne pourra jamais retrouver? Est-ce qu'il y a vraiment déjà de la perte sur le nombre de variétés? Ou est-ce que vous arrivez à sauvegarder à peu près tout ce qu'on peut? Il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle à peu près 8500 variétés de pommes dans le monde. 8500 variétés de pommes? Mais comment vous dire
Quand vous plantez un pépin d'une pomme dans le nord de la France et le même pépin dans le sud de la France, vous pouvez avoir 2 variétés différentes. Ah bah oui, donc forcément. Parce que les climats et les terroirs ne sont pas les mêmes. Ce qu'on arrive à conserver quand on veut conserver une pomme, comme cette belle fille de Salins. Allez, bon, vite fait, voilà. Cette belle fille de Salins, en fait, pour qu'on puisse garder les variétés, enfin les gènes d'origine, on fait de la greffe, c'est-à-dire qu'on prend un greffon d'un arbre belle fille de Salins, qu'on va mettre sur un porte-greffe. À ce moment-là, nous aurons vraiment une belle fille de Salins. Je vous arrête là. Pas Vous de savez, on problème. appelle ça teaser. On va y revenir dans un instant. Et là, on va avoir envie de savoir tout ce qu'il y a dans ces petits pots avec vous. Mais d'abord, on continue notre périple de tricot, pardon, pas de couture. Mais j'imagine qu'il y a aussi un petit peu de couture pour finir. Valérie, où en êtes-vous de votre apprentissage? Alors, j'ai cédé mon écharpe à Églantine parce que je pense que ça ira plus vite. Vous me parliez de couture, hein, non, hein, pas de couture, parce que la couture, c'est encore pire que le tricot pour moi. Mais j'étais en train de vous parler de cette grande collecte de pelotes de laine qui a été lancée par l'association, parce que ces dames travaillent tellement qu'il leur faut du matériau. Donc, ça a démarré, Christiane, la collecte le 2 octobre, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui ont envie de vous aider, qu'est-ce qu'il faut comme pelote? Alors, on n'est pas obligé d'acheter un paquet comme ça. Enfin, si on veut, c'est possible. Hein. Oui. On peut acheter au moins 2, de façon à ce que les dames puissent faire le petit gilet La et tout. brassière, les petits chaussons là, et l'écharpe. Et alors, vous voyez, par exemple, cette jolie chose, eh ben, les dames ont mélangé les pelotes. Donc, il faut donc des pelotes plutôt d'acrylique. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les couleurs tendres. Ah oui, les couleurs. Bah, c'est des couleurs de layette. De layette, oui, Ouais. oui. Et même après, si on a un peu de couleurs pour les 4-5 ans, c'est bon. Hein. Et alors, vous dites que ça marche tellement. Combien de cartons vous avez réceptionnés là, J'ai depuis... déjà 10 cartons pleins, puis après d'autres petits cartons. Mais je reçois 6 à 7 colis par jour actuellement. de laine. Oui. Alors on m'a demandé à la poste si je faisais du trafic. Ou si c'était déjà Noël. Mais quel genre de trafic? Coquille, Christian. J'ai dû expliquer. Alors je lui dis non, mais elle dit mais vous déménagez, qu'est-ce que vous faites? Alors je lui dis à la dame. Vous allez devenir aussi célèbre que le loup blanc. Oui, en exactement. Haute-Savoie, D'ailleurs, Christian. maintenant, à la poste, elle m'a mis mon nom. Elle dit ça y est, je vous ai repéré. Tricoteuse, vous êtes repérée. Voilà. Alors, il faut aussi des boutons. Et alors, s'il vous plaît, des boutons. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme boutons? Des boutons layettes. N'amenez pas des gros boutons, évidemment, parce que sur les layettes, ça va pas faire. Hein, c'est ça. Voilà, voilà ce que c'est que les boutons. C'est très important, les boutons. Vous dites que les marchés vous donnent leurs invendus aussi. Oui, j'ai une dame. On a fait connaissance d'une dame du Nord. Comme je suis du Nord, elle m'a dit entre ch'tis, on peut s'expliquer. Et puis elle m'a dit tous les invendus seront pour vous. Et vous faites venir vos tricoteuses et je leur ferai des prix. Bon, voilà. Donc vos tricoteuses ont de quoi? Les magasins, on a Côte-Hélène, Annecy, on a Brin d'Atelier Pascal à Annecy-le-Vieux. Oui. On a Poisy. Oui. Donc c'est tous des dames qui réceptionnent de la laine pour moi et qui vendent de la laine elles-mêmes. Une sacrée entreprise. Hein. Alors, on va peut-être montrer ce que ça donne. Par exemple, ça, c'est un colis de Noël. Alors voilà le colis de Noël fabriqué par les tricoteuses des Amis sans frontières. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis de Noël? Ça commence par... Alors, une couverture. Ouais. Alors, vous avez la couverture qui a été faite d'ailleurs par Raymond. C'est un colis que Raymond a fait. Bravo Raymond. Merci. Voilà. Voilà. Ensuite, petite écharpe. Elle est magnifique, la couverture. Hein. Oui, voilà. Bon, alors, ensuite, on va montrer... La brassière. Oui. Voilà. Les petites moufles. Le bonnet. Voilà. Et regardez Yannick. C'est pas mignon, ça? On a essayé de faire sourire avec... Si, il me faut encore un peu de temps pour parler des doudous. Regardez ces doudous, ils sont faits maison. Alors, expliquez-moi, c'est de la laine spéciale, c'est ça? C'est Catherine qui nous les fait. C'est Catherine, voilà la spécialiste des doudous. Alors, ils sont absolument ravissants et effectivement, ils sont tout doux. C'est compliqué de faire un doudou comme ça? C'est pas que c'est compliqué, mais il faut être au calme, tranquille, parce qu'on voit pas du tout ce qu'on fait dans le tricot, dans cette laine. On voit pas qu'on fait les augmentations, les diminutions, le nombre de rangs. Donc en général, je fais ça quand je suis tranquille, toute seule. Puis voilà, donc, sans homme, sans enfant. Pas ce matin, pas avec nous, pas avec la télé. Mais sinon, c'est tout simple à faire, mais... Voilà.
Voilà Yannick, merci beaucoup Et c'est mesdames. Anne-Marie qui nous donne la laine. Ah ben merci Voilà. Anne-Marie. Oui, il faut citer Bah ouais, Qui Anne-Marie. est l'une des plus anciennes. Oui. Enfin, On peut terminer elle avec fait l'âge partie des d'Anne-Marie. anciennes. Oui, Anne-Marie, vous avez 92 ans. quel âge? 19 ans. Anne-Marie a 19 ans, voilà. Voilà Yannick. Ah, on peut dire coucou Yannick, alors voilà. Au revoir. Coucou Allez. d'Annecy, de Cran-Chevrier, merci beaucoup. Merci, j'adore votre doudou Valérie et j'aime beaucoup le package Noël. Vraiment, j'adore tout ça, c'est magnifique, ça donne envie. Alors pendant que les dames continuent de tricoter, on leur souhaite une belle journée de tricot. Les hommes, vous l'avez compris, c'est séparé, hein, s'occupent du verger ou du jardin. On va tout de suite maintenant dévoiler ce qu'on a sur la table parce que là ça devient concret et intéressant. Vous allez un petit peu m'expliquer, Gérard. Alors le plus intriguant, il y a des choses que j'ai cru reconnaître et en fait je me suis trompé. On va peut-être commencer simple. Voilà, on va commencer par ça. Moi j'ai cru que c'était, j'espère qu'on va le voir, de la menthe. Je vais le mettre devant. Voilà, de la menthe. Et en fait, pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est? Mettez le nez dessus. Oui. Ça sent la menthe. Pas vraiment? Non. Non. On appelle ça le sucre des Aztèques. C'est un édulcorant, une plante édulcorante originaire d'Amérique centrale. Ça se mange comme ça? Non, ça sert à aromatiser et sucrer les plats. Si vous êtes un petit peu intrépide, essayez de goûter une... Si vous me garantissez que je ne risque rien. Ah, Je suis courageux. la garantie, j'y dis Je suis intrépide. Voilà, on Un mange pas petit la bout. fleur, j'imagine. Hop, Oui, c'est bon. j'y vais. Et pendant ce temps-là, avant que je ne décède, vous allez peut-être me montrer. Ah oui, c'est sucré, dis donc. Ah oui, Ah oui, c'est sucré. ah, c'est génial. Donc, Comment c'est- ça s'appelle? On l'a pas dit. Donc Alors, c'est c'est le écrit sucre des Aztèques. Si, vous l'avez dit, pardon. Sucre des Aztèques. Ah oui, c'est très sucré même. Et ça peut remplacer le sucre raffiné. C'est-à-dire, vous mettez ça dans un dessert et ça agrémente votre dessert. Ah ouais, c'est mieux. Enfin, c'est un autre rôle que la menthe à laquelle je pensais en fait. Ah oui, donc d'autant plus qu'il n'a pas le goût de menthe. Non, pas du tout. Ça a le goût d'un édulcorant, vous l'avez dit, tout à fait. Exact, Alors, exact. juste derrière. Alors Faut ça, pas les renverser. c'est une plante qui s'appelle le rujia, qui est originaire d'Océanie et qui a la particularité d'avoir le goût de champignon, un goût boisé. Donc vous mettez ça comme aromate dans un plat, au lieu de mettre du champignon de Paris, eh bien, vous avez un goût de champignon à partir de cette plante. Tout ça, vous le faites pousser dans votre jardin? Et toutes ces plantes, à part vraiment la vanille ou quelques autres, parce que je vais en présenter à peu près 400, qui représentent, on va dire, 80% à 90% de tous les condiments et plantes aromatiques utilisées dans le monde. D'accord. Donc j'ai cultivé ça dans mon jardin cette année. N'importe qui peut le faire comme vous ou ça demande des Juste- conditions particulières? Parce que Non, là, tout de bon, suite, il j'ai faut avoir envie, une hein. petite technique. Mais le but était aussi de nos expositions, c'est aussi de montrer qu'on peut trouver des choses intéressantes à faire chez soi. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un petit concombre Ah. originaire des Antilles et qu'on utilise confit comme le cornichon au vinaigre. D'accord, c'est fort, c'est aigre. Non, ça a le goût de concombre ou de cornichon. Alors le nom est super. Je vais y arriver. Mélotaria. Mélotorias. Mélotaria. Mélotorias cabra. En plus, c'est beau. Là, je passe. Alors ça, c'est ça, c'est de l'épazote. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une plante, c'est pareil, mettez le nez dessus, si je Je me permets. Attention, hop là. Qu'est-ce que c'est? C'est un goût camphré. Donc c'est une plante qui est Oui, c'est ça. originaire du Mexique. Et les Indiens dans J'accélère. Ok. Allez-y. Amérique centrale mettent ça dans leurs haricots en grains. Et ça permet, enfin, du moins ça évite d'avoir des désagréments intestinaux. On enchaîne si vous voulez bien, parce que j'aurais parlé des pommes. Bien sûr. Ça, ce sont des cerises. J'ai cru que Oui. c'était de la Non, goutte non. de cannelle. Et en fait, C'est des cerises issues du cerisier de Sainte-Lucie. D'accord. Mis dans de l'eau de vie, ça parfume l'eau de vie. Broyé, ça agrémente les pâtisseries. Ok, on a des piments. Alors qu'est-ce Alors ça, c'est le piment de Bresse. Donc c'est la... Ah oui, vous m'avez raconté qu'il a été importé celui-là. Ben, importé, oui, depuis 1600 et quelques dans notre région. Je goûte pas. Hein. Et il n'est pas très, Il est pas très fort. pas très fort. D'accord. Mais on le retrouvait dans les fermes autrefois. Il a failli disparaître. Tout ça, c'est vendu pendant les journées? On C'est juste pour découvrir. on trouve sur le marché des gens qui en vendent, mais là c'est pour l'exposition. Donc c'est pour les curieux. Allez, je fais un peu de ménage. On va, si vous voulez bien, parce que vous savez qu'à la télé, le temps est compté, j'aimerais bien qu'on profite de tout ce que vous nous avez amené. Là, il y a des fruits, des pommes. Alors, il y en a une qui est particulière, c'est celle-ci en forme d'étoile. Oui, c'est Qu'est-ce ce qu'on que c'est? appelle l'api étoilé. Ouais. Et donc, vous comprenez qu'elle s'appelle étoilée tout simplement Je vais la par, poser. par la forme qu'elle peut avoir. Par rapport aux Et autres. il faut savoir qu'à l'intérieur, là où il y a les pépins sont aussi en étoile. Donc, d'où le terme api étoilé. Avec un goût particulier.
Bon, c'est une pomme qu'on peut croquer, c'est une pomme qu'on peut mettre en tarte. Donc voilà, ça fait partie de... Oui, c'est des pommes que des gens aiment, que d'autres aimeront pas. Donc vous savez, après c'est les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, tout à fait. Alors il y en a des plus bizarres et plus petites, par exemple. Alors, je ne sais pas si elles sont petites parce qu'elles sont restées petites ou si parce que c'est la variété qui est comme ça. Non, je pense qu'elles sont petites, comme on a dit tout à l'heure, à cause des gels. Il y a des pommiers qui n'ont malheureusement pas été suffisamment... vigoureux, donc voilà, c'est des petites. Alors celle-ci, j'ai plus le nom en tête. Bon, c'est pas grave. Oui. Vous savez quoi? Il y a qu'à venir à ça, c'est des Happy Noirs, ça. Ah non, ça c'est pas de la pinoire, excusez-moi. Ça c'est de la pomme camion. La particularité de cette pomme, c'est que c'est une pomme locale de faire chez nous. D'accord. Me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé camion. C'est le gars qui a déterminé ce fruit et qui a décidé de l'appeler Paul Camion. Comme beaucoup de fruits sont appelés par... Le temps passe très très vite, donc je vous remercie d'être venu. Je pense qu'on a donné envie aux gens de venir faire un petit tour. J'espère qu'il fera beau, je vous le souhaite en tout cas. Je peux dire 30 secondes que l'association gère un verger conservatoire. Vous êtes sur Internet, j'ai vu ça. Il y a tous les détails. Et de là, voilà, donc voilà, tout à fait. À Cuisia, donc ce week-end, pour parler plantes aromatiques, fruits et pommes. Merci encore d'être venu. Restez là, je vais vous faire voyager un petit peu si vous voulez bien. On va découvrir cette semaine les plus beaux lacs de montagne. Vous allez avoir droit chaque jour à une visite. Aujourd'hui, c'est le lac de la Croix que nous avons retenu, un lac situé précisément dans la chaîne des Belles Donnes, c'est-à-dire en Savoie. Et c'est le photographe Jean-Luc Augier qui nous sert de guide. Regardez. L'orage a contrarié l'ascension, mais pas forcément la beauté du site. À l'affût d'une éclaircie, Jean-Luc guette la bonne lumière. Dès qu'il y a le rayon de soleil, tu vois, avec tous les nuages qu'il y a autour, le soleil va produire un contraste très fort qui met en valeur justement l'élément qui est éclairé. Et le fait que tout soit noir autour, ça accentue encore plus l'ambiance générale. Moi, c'est ce que j'aime. Son regard aurait pu se porter sur le bleu profond de la mer. Mais le Niçois en a décidé autrement. Son terrain de jeu, d'immenses paysages tourmentés, des eaux en partie gelées, quelques bandes de neige et des reflets curieux. Au pied des aiguilles de l'Argentière, le lac de la Croix, à 2415 mètres d'altitude, livre un étrange tableau. C'est vraiment pas mal cette saison de dégel. Parce qu'on a vraiment, en termes de composition photographique, il y a de la matière, disons. Et on peut jouer avec différentes formes en premier plan, en mettant l'accent sur certaines zones qui vont être éclairées, et les mettre en évidence, par exemple dans des petits trous d'eau. Et ça fait travailler un peu plus le cadrage que s'il n'y avait pas toutes ces formes-là. Une fois la nuit tombée, le cadrage prend une autre dimension. Tout devient plus lent, presque apaisé. C'est une autre magie qui s'opère sous la voûte céleste. On arrive à voir le lac, les étoiles qui se reflètent dans le lac, même les montagnes qui se reflètent. Enfin, on arrive à voir pas mal de choses. Et également, quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, des lumières oranges qui sont dans les nuages et qui sont en fait les lumières qui proviennent des villes. La belle image permet de montrer aux autres ce qu'on a pu ressentir sur le moment, que ce soit le matin, le soir ou même pendant la nuit, parce que l'ambiance nocturne c'est quand même quelque chose d'exceptionnel en montagne. Juste là, comme on entend le bruit de l'eau, de temps en temps un petit animal qui passe, on est vraiment calme et serein. Là, je savoure. Puis la clarté de la lune cède sa place aux premières lueurs du jour. Les rayons éclairent les aiguilles qui rougissent et l'horizon commence déjà à s'embraser. Le spectacle du lever du soleil est furtif et c'est pour Jean-Luc le meilleur moment. Le lever de soleil, il a une magie supplémentaire. C'est la magie du premier rayon de la journée, ça, je sais pas, c'est émouvant. Il faut savoir, de temps en temps, se poser, dire c'est bon, j'ai pris assez de photos comme ça, je le range là, et j'admire. C'est pour des instants comme ceux-ci que le photographe passe ses nuits en montagne. Il en a tiré un recueil de clichés sobrement intitulé
lac des Alpes. Magnifique. Allez, en attendant l'édition du 12-13, on fait un point sur l'actualité en Auvergne-Rhône-Alpes. En compagnie de Paul Satis aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour. Dans l'actualité en Auvergne, le procès Fiona interrompu vendredi. Oui, alors toute la question était de savoir si ce procès allait reprendre ce matin. On vient d'apprendre à l'instant que le procès ne reprendra pas. Les avocats avaient déposé une demande de renvoi qui a été acceptée par le président de la cour d'assises. Le procès est donc renvoyé devant les assises de la Haute-Loire, la cour d'assises d'appel, au mois de janvier prochain. Les deux avocats de la défense de Cécile Bourgeon et Berkane Maklouf avaient claqué la porte en effet de l'audience vendredi, s'estimant atteints dans leur probité par la partie civile qui les accusait d'avoir formé un pacte entre eux. Ils ont donc demandé le renvoi du procès qu'ils ont obtenu, le procès donc de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon sur la mort de la petite Fiona est renvoyé en début d'année prochaine. Un nouveau président pour le conseil départemental de la Loire. La séance du conseil départemental de la Loire a commencé ce matin. Il y a un petit peu de suspense avant de connaître le nom du successeur de Bernard Bonne, contraint de laisser son siège pour cause de cumul des mandats. Ils sont deux dans la majorité de droite à se disputer la place, Alain Laurendon et Georges Ziegler. Épisode de ce duel fratricide à suivre dans nos prochaines éditions, ainsi que sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis directement de la politique au cinéma avec l'incontournable Festival Lumière à Lyon. Je rappelle que le principe du Festival Lumière, ce sont des personnalités du cinéma qui viennent parler des films du patrimoine. Hier soir, par exemple, l'auditorium de Lyon était plein pour une masterclass d'un vrai maître du cinéma américain, Michael Mann. Alors si son nom ne vous dit rien, ses films, eux, sont ultra connus, ses séries également. C'est le créateur de Deux flics à Miami, réalisateur au cinéma du dernier des Mohicans, de Hit ou encore de Ali, interrogé par un autre grand nom d'Hollywood, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro. Le Festival Lumière se poursuit toute la semaine. Au programme aujourd'hui, par exemple, des rencontres avec l'actrice fétiche de Jim Jarmusch, Tilda Swinton, une masterclass avec justement Guillermo del Toro, et puis la présentation de rareté du cinéma mexicain avec le réalisateur de Gravity, Alfonso Cuarón. Bref, pas mal d'étoiles en ce moment à Lyon. Merci beaucoup Paul. Diane Curie sera d'ailleurs l'invité de 9h50 le matin vendredi. Notez-le, on va se quitter dans un instant, mais d'abord un mot de météo pour vous dire que les conditions anticycloniques vont perdurer aujourd'hui jusqu'à 29 degrés à Clermont-Ferrand, 27 à Lyon, 25 à Grenoble, donc des températures agréables. Demain mardi, l'été indien se poursuit, soleil radieux, des températures élevées grâce au vent du sud, température de 25 à 27 degrés avec toujours la maximale, vous voyez, à Clermont-Ferrand. Mercredi, temps nuageux sur l'Auvergne, le sud de l'Ardèche. Les nuages pourront donner quelques pluies. Et jeudi, quelques pluies sur les Cévennes. Belles éclaircies ailleurs. On a terminé. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas l'info tout à l'heure à 12h. Et puis tout de suite, la suite de vos programmes sur France 3. Merci de votre fidélité. À bientôt.